Bonjour à l'ensemble des participants de ce webinaire, notre quatrième webinaire déjà, consacré à la gestion en sécurité des batteries des véhicules électriques. Nous accueillons, comme lors des 3 sessions précédentes, les différents participants du secteur automobile, mais aussi bienvenue aux pompiers de France. Donc, pour conduire ce webinaire, on peut compter de nouveau sur le support de Frédéric Peigneux, qui est Project Manager chez PVLauto et responsable du dossier batterie, ainsi que sur le support de Willy Tomboy, qui est consultant chez PVLauto et ancien cadre dans le secteur automobile. Voilà, lui, il prendra le rôle comme modérateur et Frédéric va nous expliquer tout sur les interventions en cas d'incident avec des batteries lithium-ion. Ce webinaire durera 1h15 et vous pouvez utiliser la fonction chat et ou Q&A pour poser vos questions sur ce thème. Nous allons essayer de vous répondre tout de suite dans le chat ou sinon vos questions seront abordées à la fin du webinaire. Donc, en même temps, je voudrais aussi remercier Sjoerd Zijlstra et Maya Michielsen de Educam qui nous donnent du support technique pour nos webinaires. Ils sont du Technical Training and Development Center de Educam. Voilà. Pourquoi cette session 4? Donc, des interventions. Donc, on veut vous informer sur quelques principes de base en matière d'intervention. On veut souligner l'importance de l'information et de la communication en facilitant l'intervention. Et on veut vous présenter aussi quelques bonnes pratiques dans le cadre de l'intervention. Voilà. Les aspects légaux, ça c'était la session 1 qu'on a abordée. Là, on a vu le bouleversement dans l'industrie suite à l'électrification du parc. On a aussi vu que le cadre réglementaire est évolutif et est complexe. Et on a aussi parlé des responsabilités complémentaires pour tout le monde, pour tous les acteurs dans le secteur. Donc ça, c'est à titre de rafraîchissement. Et puis, dans la session 2, on a parlé de la gestion et du stockage de ces batteries, des différents risques liés à cette gestion et aussi les mesures de prévention en fonction du statut des batteries. Et puis, on a parlé aussi sur des normes techniques et organisationnelles pour le stockage des batteries. Puis, la dernière session, on a parlé surtout d'emballage et de transport. Et pour vous résumer, donc, c'était important d'avoir une connaissance des exigences en matière d'emballage et de transport. C'était en effet important de faire une évaluation correcte du statut de la batterie pour déterminer les conditions de transport. Et on a aussi parlé de la formation des membres du personnel, de la responsabilité de l'emballeur de différents acteurs qui sont concernés avec les batteries. Et on a aussi parlé de l'ADR. Bon, je vous souhaite tous une bonne session et je remercie déjà mes deux collègues qui ont bossé comme des fous pour vous donner un webinaire professionnel. Merci Catherine. Bonjour à tout le monde. Je voudrais vous présenter la structure de ce webinaire. On va d'abord parler des principes, procédures et organisation. Après, on va parler de l'information, l'importance de l'information et de la communication, surtout au niveau du plan d'intervention des entreprises et aussi d'une fiche de sauvetage, le risque sheet et le lien avec le Euro NCAP. Et pour terminer, on aura pas mal de questions et des exemples et quelles leçons qu'on puisse en tirer de ces exemples d'intervention et aussi quelques avis et recommandations. Et avec ça, je donne tout de suite la parole à mon collègue Frédéric. Frédéric, c'est à toi. Mais d'abord, je voudrais encore remercier
plusieurs membres des différentes organisations qui nous ont aidés à mettre ces présentations, pour ensembler cette présentation. Tout d'abord, Nathalie de Bakker de notre ministère de l'Intérieur, le lieutenant-colonel Michel Gentilot des pompiers français, certaines zones en France, le major Tom van Esbroek de CTIF Belgium, Bart van Bever du Fire Working Group, Fire Forum Working Group, qui fait partie de Agoria, et de Johan van Peperzeel, un expert important d'Hollande qui connaissent pas mal sur l'intervention et le transport des batteries. Voilà, on remercie certainement tous ces membres pour nous supportons pour la préparation de ce webinaire. Voilà. Fred. Merci Willy. Donc, partie 1 de ce webinaire, principe, procédure, organisation, équipement. Je ne vais évidemment pas aller dans tout le détail. L'idée est de vous expliquer un petit peu comment les services d'intervention, spécifiquement les pompiers, sont organisés dans notre pays. Et vous allez voir qu'effectivement, cela peut amener un premier élément de réflexion sur l'organisation des interventions. Alors, d'abord, je pense qu'il est important de vous mentionner l'existence d'un centre d'expertise fédéral pour la sécurité civile, abrégé KCCE. C'est un service qui dépend du SPF, ministère intérieur, qui a été établi en 2008 et qui traite donc de la sécurité civile. On va y retrouver essentiellement les représentants des corps de pompiers qui sont la première ligne d'intervention en cas d'incident, et également la bien connue protection civile qui a plutôt un rôle, elle, de soutien technique spécialisé sur toute une série d'intervenants. En 2 mots, ce centre d'expertise, c'est une équipe de 12 personnes qui est donc en lien étroit avec les experts des corps d'intervention et qui a pour mission finalement de développer des savoirs pour faire face à toutes ces innovations technologiques que l'on peut connaître à gauche à droite. Alors ici on parle de batteries et de véhicules, mais ça peut évidemment être également le cas dans le secteur de la construction immobilière, par exemple, avec le recours à de nouveaux matériaux. Ce centre a essentiellement donc comme objectif et d'action de se concentrer sur la collecte, le traitement de données, l'acquisition de savoir, le développement d'expertise, et évidemment de pouvoir transférer ce know-how au bénéfice de la sécurité civile. Ces tâches, très rapidement, apparaissent à l'écran. Donc, on parle évidemment de donner un support et de travailler au développement de procédures standards opérationnelles en cas d'intervention. Il y a évidemment l'aspect formation du personnel, des services opérationnels, donc le développement de la formation, la mise à jour, le recyclage de cette formation. Il y a également un aspect assez important sur le traitement des données statistiques des zones d'intervention, parce qu'évidemment, les données parlent de plus en plus, et évidemment, c'est quelque chose qui a été intégré de leur côté. Et puis, il y a évidemment toute la partie investigation et l'évaluation des incidents qui permettent justement la constitution de ces nouveaux savoirs. Donc, on voit déjà ici que c'est une matière qui est assez évolutive et qui fait qu'en fait, aucune intervention ne va fonctionner selon un schéma complètement fixé dans le marbre. On y reviendra à plusieurs reprises, vous allez le voir. En matière de technologie, comme je le disais, focalisons sur ce qui nous occupe aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire, et donc les véhicules électriques et les batteries qui sont liées. Ben là, pour l'instant, il y a des travaux qui visent à développer ces nouvelles procédures standards opérationnelles. C'est un groupe qui a démarré relativement récemment et qui doit intégrer finalement quand même pas mal de choses. Les véhicules sont spécifiques, les chimies de batteries sont différentes, les technologies, l'installation, la conception des batteries sont différentes. Vous voyez tous les jours, vous qui êtes confrontés
aux véhicules qui sont mis sur le marché. Hein, ça va tellement vite, fatalement, les corps d'intervention doivent s'adapter à ça, et c'est en permanence un nouveau défi pour elles. Et puis alors, il y a également, et c'est important parce qu'on va en parler quelques fois, il y a cette commission pour l'extraction et les nouvelles technologies qui font partie du CTIF, qui est une association, on l'avait mentionné dans un webinaire précédent, une association internationale des services de secours. Donc voilà, il y a ces échanges qui sont absolument nécessaires, puisque évidemment, des incidents, il n'y en a pas qu'ici, vous l'aurez compris. Alors, rapidement, le centre d'expertise. Deuxièmement, un mot plus précis sur l'organisation ce que je vais appeler le corps des pompiers, de façon globale. Hein, c'est un terme générique que je vais utiliser aujourd'hui. En Belgique, nous avons, vous le voyez, 35 zones de secours, 20 en Flandre, 14 en Wallonie, un service particulier pour la région de Bruxelles-Capitale, contactable via ce numéro d'urgence que tout le monde connaît. Et si ça vous intéresse de savoir exactement dans quelle zone vous vous situez et quel est le point de contact de cette zone de commandement, vous trouvez sur un site internet qui s'appelle civilveiligheid.be/France, francophone, pardon, vous trouverez évidemment cette liste avec toutes les personnes qui sont à la tête finalement de cette chaîne de commande et qui pourraient être intéressant de rencontrer dans le cadre de l'organisation de vos styles, de vos plans d'intervention. On y reviendra dans la partie 3 et 4. 18 000 pompiers en Belgique qui ont une formation qui est assurée par des centres provinciaux de la sécurité civile. Donc, voilà, c'est important. Je pense que vous avez une petite idée de comment ce corps est organisé. Leur tâche, on l'oublie souvent, on parle toujours d'incendie, de lutte incendie, prévention éventuellement d'explosion ou intervention après explosion, mais il y a également les aspects lutte contre la pollution qui peut venir dans l'incident. Il y a des missions spéciales qui peuvent être au-delà de la zone, ça peut être un support à une autre zone évidemment. Il y a un aspect premier soin qu'il est important de garder également en tête. Donc ça, ce sont les tâches. Et donc finalement, sur tous ces aspects-là, quelque part, il y a probablement une réflexion à avoir dans l'organisation préventive de votre protection. Et en termes d'organisation interne, un petit rappel, il y a un commandant de zone qui va globalement gérer et organiser sa zone. Et puis, il y a également aussi un conseil de zone et un collège de zone qui va lui être constitué notamment de représentants communaux avec lesquels des échanges permanents doivent être assurés et qui vont plutôt régler les aspects de politique au sens organisation de la ville. Et donc, voilà, c'est également un lien que vous pouvez utiliser quand vous parlez de toutes ces histoires-là. Les réseaux sont organisés de façon... il y a des sous-réseaux qui existent au niveau régional dans notre beau pays. Vous avez pour la zone francophone un mot-clé que si vous voulez chercher sur Internet ces informations, qui s'appelle Réseau Noual, comme il apparaît à l'écran. Maintenant, on va vous donner une vidéo. Je vais le mettre en marche. Oui. C'est donc une vidéo qui va mettre en avant les grands principes d'approche d'un feu de véhicule électrique par les forces d'intervention. Vous allez voir qu'on a déjà énormément d'informations que l'on va déployer et expliciter par après. Les feux de véhicules électriques. Au même titre que l'abord d'un véhicule accidenté, l'abord d'un véhicule en feu doit faire l'objet, si possible, d'une recherche d'identification d'énergie. Les principes appliqués à tout feu de véhicule seront respectés pour l'extinction d'un véhicule électrique, à savoir port de la tenue de feu complète et de l'appareil respiratoire isolant et création d'un périmètre de sécurité. Une intervention rapide et précoce au moyen de lances à eau permet d'éviter dans bien des cas le risque d'emballement thermique de la batterie de traction. En effet, la suppression de l'apport calorifique réduit les échanges thermiques et limite ainsi les risques d'extension du sinistre. Dans le cas où l'extinction du véhicule est obtenue rapidement, il conviendra de refroidir massivement le pack batterie et de contrôler à intervalles réguliers sa température extérieure, ceci afin de s'assurer de son refroidissement définitif et d'éviter ainsi un emballement thermique ultérieur de la batterie de traction.
Toutefois, si l'emballement thermique de la batterie de traction est constaté par la persistance de flammes localisées au pourtour de la batterie, il conviendra d'agir différemment selon que les véhicules électriques disposent ou pas d'une trappe d'extinction. L'extinction d'une batterie lithium-ion s'obtient aisément dès lors que l'eau pénètre au cœur du pack. Dans le cas d'un feu de véhicule électrique ne disposant pas de trappe d'extinction, la fusion du carter de protection de la batterie générée par l'incendie permet malgré tout aux intervenants d'atteindre celle-ci et d'obtenir rapidement son extinction. Dans le cas d'un feu de véhicule électrique disposant d'une trappe d'extinction, il suffira pour les secours de localiser l'orifice d'où sortent les flammes persistantes, claires et peu fumigènes, pour y diriger le jet des lances et procéder au noyage et au refroidissement de la batterie. Dans ce cas, l'extinction est obtenue beaucoup plus rapidement que précédemment. Dans ces deux cas, si l'opération d'extinction et de refroidissement de la batterie s'obtient assez aisément, il est toutefois nécessaire de disposer d'eau en quantité suffisante pour mener à bien ces opérations. Vous voyez, nous avons déjà énormément d'informations sur comment l'approche d'un feu et la gestion d'un incident va pouvoir s'organiser. Mais ça pose pas mal de questions pratiques, d'une part, liées à l'environnement, mais également des questions plutôt rhétoriques, vous allez le voir, mais qui va permettre finalement de se poser les questions sur comment on doit évoluer à l'avenir. Alors, juste peut-être un rappel sur ce qu'est le thermal runaway. On vous l'avait explicité lors d'un webinaire précédent, mais je pense que c'est important. Pensons que c'est important d'y revenir pour bien comprendre finalement toutes les décisions qui doivent être prises lors d'une intervention ou en préparation d'une intervention. Donc, on vous rappelle que le thermal runaway, c'est donc une réaction, une sorte de réaction en chaîne à une source de chaleur qui peut d'ailleurs être interne ou externe à la batterie. C'est pour ces raisons-là qu'il faut éviter toutes des expositions vis-à-vis de sources de chaleur trop importantes. On va bien les manipuler, éviter les chocs créateurs de court-circuit, etc. On vous renvoie vers nos webinaires précédents. Le schéma que vous avez à l'écran vous montre qu'à partir d'à peu près 100 degrés, ça peut être un peu en dessous, mais à partir d'à peu près 100 degrés, ça va différer en fonction des technologies et des chimies. Une première réaction au niveau de la cathode va petit à petit commencer à causer un dégagement de gaz et de chaleur. Et ce phénomène d'emballement va se répéter si on n'intervient pas. Et donc intervenir, ça veut dire quoi dans ce cas-là? Ça veut dire rapidement mettre le focus sur la possibilité de refroidir la batterie, évitant, par la force des choses, une augmentation de température interne à la cellule qui va donc, comme je le disais, provoquer le réchauffement d'autres éléments à l'intérieur de cette cellule. Le séparateur, l'autre électrode, donc l'anode dans ce cas-ci, qui elles-mêmes vont provoquer des dégagements de température, des dégagements gazeux et démarrer ce phénomène d'emballement. Donc le maître mot, c'est intervenir rapidement pour permettre de refroidir le cœur des cellules et éviter cet emballement thermique. Sachez également qu'à partir d'une température d'à peu près 200 degrés et au-delà, qu'on atteint très vite, dans ce cas-ci, les réactions vont s'accélérer et l'augmentation de température va être quelque part encore de plus en plus importante, voire exponentielle. Et c'est donc la raison pour laquelle on a mis pas mal de focus lors des webinaires précédents sur les mesures de prévention en matière de stockage, de prévention, de surveillance des batteries également. Également un terme qui va revenir plusieurs fois aujourd'hui. N'oublions pas non plus que les gaz dont on a parlé et dont on parle dans le cadre de cette réaction sont potentiellement fortement toxiques, évidemment. Alors, si on continue dans notre présentation, question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les véhicules électriques sont plus dangereux que les véhicules à moteur thermique? Du point de vue de l'intervenant pompier, la réponse est clairement non. Mais la lutte incendie se trouve effectivement complexifiée par
ce risque permanent de thermal runaway, donc d'emballement thermique, et de réallumage spontané, si le refroidissement de la cellule n'a pas été suffisant. Mais globalement, si on réfléchit en termes de substances dangereuses, c'est globalement comparable à des véhicules diesel ou essence dans certains cas. Si on réfléchit en termes d'électrocution, bien entendu que ce risque existe, mais il reste limité dans la pratique grâce notamment à ces formations qu'ont suivi ces pompiers professionnels ou volontaires, évidemment. On rappellera par ailleurs qu'il y a des structures et des procédures qui existent sur la structuration et le design d'une batterie et qui vont permettre également de travailler à la protection de ces batteries. Mais une grosse protection de la batterie peut vouloir dire, par contre, difficulté d'aller au cœur de la batterie. Et donc, il y a une espèce d'équilibre à trouver entre le haut niveau de protection des batteries et permettre, finalement, en cas d'intervention, d'intervenir rapidement et avec efficacité au cœur de la batterie pour accélérer ce processus de refroidissement. Sur l'enlèvement de la batterie, nous recommanderons que uniquement le personnel professionnel qualifié s'en occupe. S'il y a un enlèvement de la batterie, comme l'enlève comme une unité complète, parce que la batterie est quand même une pièce, une composant critique, et certainement pas démantèlement en cellules, pour certainement des raisons de sécurité, entre autres, sauf si les constructeurs ont donné des instructions spécifiques au personnel professionnel et qui sont qualifiés et bien équipés, bien sûr. Alors, enlèvement de la batterie, oui, uniquement par des professionnels et complet. Alors, juste un mot pour compléter avant d'arriver au pôle, Willy. Cette question de l'enlèvement ne se pose pas avec la même acuité selon les cas. Si on se trouve dans un centre, garage automobile, un centre de dépannage, un centre agréé, qu'on sait qu'on a la présence d'un véhicule électrique dont on suppose qu'il peut avoir eu un incident et dont on sait qu'il faut effectivement surveiller l'aspect ou les réactions critiques d'une batterie, tant que la batterie est là, dès lors qu'on a connecté, et certainement les centres de recyclage automobile vont enlever cette batterie pour la stocker dans des conditions bien particulières. Mais il peut évidemment y avoir des incidents qui se déroulent de telle manière que l'enlèvement de la batterie pose question, et on tentera de répondre avec quelques éléments d'éclaircissement plus tard à cette question. Est-ce qu'on doit effectivement enlever une batterie en pleine intervention ou qui commence son processus de thermal runaway? Mais ce sera pour un petit peu plus tard. Alors, on arrive à notre première question pour ceux qui sont en train de suivre. La question est la suivante. Quel est selon vous l'aspect le plus important que le corps des pompiers doit prendre en considération lors d'un incendie d'un véhicule électrique? Vous avez 4 choix: libération en production de substances dangereuses, électrocution, redémarrage spontané du feu de batterie ou je ne sais pas. Alors, 30 secondes pour votre réponse, s'il vous plaît. No. Oui, elle va donner, je pense, après 30 secondes. On rappelle que les votes sont anonymes. Hein. Il n'y a pas de... C'est pas grave si on ne répond pas bien. Hein. C'est pas grave si on ne répond pas bien. Alors, on voit que majoritairement, les participants mettent en évidence que l'aspect le plus important est le redémarrage spontané de l'incendie. C'est effectivement l'aspect le plus important, relevé lors de nos discussions avec les corps des pompiers. Ça permet donc surtout de mettre en évidence, finalement, Willy, la nécessité de prendre en considération toutes les mesures de prévention
dont on a parlé. Et donc éviter évidemment de soumettre ces batteries à des contraintes pouvant être source de chaleur néfaste. Voilà, mais je pense que c'est un message sur lequel on a déjà pas mal martelé lors de nos webinaires 2 et 3. Donc on va maintenant continuer, je pense. On va maintenant la deuxième partie de notre présentation. C'est voilà, sur l'information et la communication. Et Frédéric, nous parlerons du plan d'intervention et la rescue sheet et le lien avec le EUA INCAP. Oui. Point numéro 2, donc information, communication. C'est ici également un élément qu'on avait déjà présenté et mis en évidence. Et on vous avait dit à l'époque, on va vous expliquer effectivement pourquoi c'est important pour ces interventions d'avoir ce support informationnel et une communication claire. Alors, premier point, et une fois n'est pas coutume, on veut commencer par remettre en évidence ce qui avait été explicité au niveau de la norme Febel Auto pour les points d'acceptation et les centres de dépollution automobile. Ça nous permettra de rebondir là-dessus. Mais ici, l'idée, c'est vraiment de dire, attention opérateurs, chers opérateurs, travaillez bien à ce plan d'intervention qui vous est demandé dans cette norme, que ce soit de VHU, que ce soit pour le stockage de VHU, que ce soit pour le stockage des batteries, évidemment. On rappellera que cette norme reprend un certain nombre d'éléments de prévention ou de préparation à l'intervention, comme les équipements de protection individuelle, un système de récupération de fuite d'électrolytes, par exemple, évidemment, last but not least, une procédure d'appel et d'appel de service d'urgence avec une désignation du responsable de votre site, la mise à disposition des fiches des véhicules, on va y revenir, et également on se munira par exemple de matière sèche et on veillera à avoir un accès à des quantités d'eau importantes, et si ce n'est pas le cas, il est évident que va apparaître que c'est le travail important des pompiers qui va vous permettre, peut-être avec le support de la protection civile, en cas de gros incidents, d'avoir accès à cette eau. On rappellera également, mais je ne vais pas dans le détail, c'est dans la norme qu'il y a un certain nombre de règles qui sont à respecter en cas d'exposition d'une personne à la haute tension, qui pourrait être évidemment un des éléments ou des risques encourus, des conséquences d'un incident. Là aussi, évidemment, cet aspect premier soin pourrait être renforcé dans le cadre d'intervention avec les pompiers. Donc, norme Febel Auto, plan d'intervention, c'est un élément clé, non seulement pour votre organisation interne, on rappelle la responsabilité de l'exploitant, de pouvoir protéger son personnel, ses installations, etc. Mais c'est également le premier élément qui va permettre de monter en efficacité lors d'une intervention des services de secours au sein de votre établissement. Alors évidemment, il n'y a pas d'incident qu'au sein d'un établissement, il peut y avoir des incidents sur la voie publique, évidemment. Fred, nous avons vu quand nous avons développé cette norme, et on était vraiment étonnés que dans d'autres pays de l'Europe, ce type de norme n'existe pas, des normes pour les centres aériés et pour tous les points de collecte des batteries industrielles pour des véhicules électriques. Et nous sommes vraiment d'avis que ce type de norme, ça doit pas être une norme Febel Auto, bien sûr, mais nous pensons que chaque organisme qui s'occupe de ce type de batterie dans chaque pays en Europe aura besoin d'une norme pour les centres aériés et pour les points de collecte, à notre avis. Tout à fait. Alors, un commentaire à ce sujet. D'une part, on a effectivement en tant que Febel Auto quelques interactions avec des organismes de même ordre dans d'autres pays d'Europe qui commencent tout doucement à s'intéresser à la chose. On pense également, pour avoir présenté, pas dans le détail, mais en tout cas pour avoir porté à la connaissance des instances ici en Belgique, l'existence de cette norme. On pense qu'effectivement, par le biais de collaboration internationale qu'ils ont eux-mêmes au niveau des centres ou des services de secours,
ce genre de norme peut faire des petits, si on peut le dire comme ça. Oui. Et dernier élément, c'est également le rôle de Febeloto, hein, de parler, de sensibiliser aussi bien les opérateurs ici qu'au niveau des importateurs, voire des OEM, à ce qui se passe en matière de gestion de batterie. Et dans ce cadre-là, Febeloto a régulièrement, à peu près tous les 2 mois, des contacts avec les headquarters européens où on parle effectivement de ce genre de choses. Donc voilà, c'est une information qui commence à passer, qui va percoler, qui va probablement faire des petits, hein, comme on le dit vulgairement dans le jargon. Alors, deuxième élément important dans ce support information et communication, plan d'intervention, et également ce qu'on appelle les fiches de sauvetage, les rescue sheets. On en avait également touché un petit mot. Maintenant, pourquoi est-ce que on voulait revenir là-dessus aujourd'hui? C'était prévu. Pourquoi? Parce que c'est un élément absolument important pour les interventions. Alors, à ce sujet, nous avons interrogé le major Tom Van Esbroek, membre du CTIF, également commandant de zone sur Gand. Et on l'a interviewé sur toute une série d'éléments liés aux interventions, la possibilité de standardiser, que fait cette commission, comment cette commission peut-elle aider, etc. Alors, je vous propose en quelques mots de résumer sa pensée. Et je pense qu'il y avait cinq éléments qui étaient importants amenés par le major Van Esbroek. D'une part, uniformité et harmonisation, en fait, ce sont des concepts qui sont difficiles. Alors, s'ils ne sont pas difficiles à estimer, ils sont difficiles en tout cas à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que, et c'est un élément que personnellement j'ai appris, ce sont ses propres paroles. Si l'on a coutume de parler du corps des pompiers ou des pompiers en général, on a un peu tendance à résumer ça à une seule unité qui fonctionne de façon univoque, monolithique, etc. Alors, il y a évidemment beaucoup de gens qui sont passionnés, qui sont actifs dans le domaine d'action des pompiers, mais il ne s'agit pas d'un corps monolithique. Donc, uniformité, harmonisation, non, pas vraiment. Ce qui ouvre évidemment la porte à pas mal de choses qui pourraient se passer d'une certaine façon dans une intervention et d'une autre façon dans une autre intervention. Mais évidemment, les bases de la lutte incendie, de la protection des personnes, de l'aide aux victimes, tout ça sont évidemment des éléments qui sont les mêmes pour tout le monde, évidemment. Ce sont les bases, c'est le principe même de la base. On va retrouver ça dans la formation des pompiers. Mais en matière d'approche d'incident, de déploiement d'équipes, par exemple, il existe des différences notables entre les pays. Alors ça, c'est quelque chose qui nous avait assez fort étonné. Mais donc, sachez que selon les pays, les critères minima d'intervention peuvent différer. Donc, par exemple, on a certains pays qui vont imposer un minimum de 2, 3 ou 4 personnes lors d'une intervention. D'autres pays, ce sera 6 personnes en intervention sur un même type de sinistre. En Belgique, on a eu loin qui fixe ça, qui est sorti des travaux de la commission Paulus et qui a effectivement déterminé ces critères d'organisation minimum. Donc, c'est 6 personnes en Belgique. Ça, c'était le deuxième point important. Troisième point important, en matière de standardisation, le CTIF est demandeur, évidemment, que les constructeurs automobiles travaillent de façon coordonnée sur le design des batteries, sur le design des véhicules, afin, évidemment, de leur point de vue, déployer des procédures et des techniques qui sont les plus adaptées dans le cadre de la lutte incendie. Alors, ça permettrait évidemment de ne pas devoir, encore une fois, si on adapte le point de vue des pompiers, ça permettrait de ne pas devoir à chaque incident passer toutes les possibilités qu'ils ont en revue, puisque chaque situation confronte les pompiers à des nouvelles conditions. Alors, c'est évidemment réducteur, ce sont ses propres termes quant à la problématique globale, mais en tout cas, ça aiderait certainement, en absence de règles, de normes et de standards internationaux, ça aiderait évidemment le développement de ces interventions.
Alors, sachez néanmoins que le CTIAF travaille à l'établissement de ces normes dans le cadre de l'ISO et la coordination de toute une série d'informations disponibles par les constructeurs automobiles est réalisée par ce CTIAF dans le cadre d'une fiche de sauvetage, donc ce rescue sheet, qui va donc viser à structurer ces informations et sous un format facilement lisible, rapide et efficace pour les pompiers. Ce qui va donc leur faire gagner du temps, évidemment, dans l'analyse de la situation préalable à l'incident. Et ces informations seront donc notamment relatives aux dispositifs de sécurité extérieure, où on a accès à la trappe de déconnexion, est-ce qu'il existe ce qu'on appelle un fireman access, on va y revenir. Le but étant d'adopter la meilleure tactique. Et donc à terme, évidemment, ça c'était le vœu exprimé, c'était d'avoir une standardisation des installations. Mais évidemment, ça nécessite évidemment beaucoup de travaux de coordination avec l'industrie automobile. Et donc, la clé finalement de cette équation, si on veut atteindre le top en matière d'efficacité, ce serait de combiner la standardisation des infos, la standardisation des installations qui permettrait la standardisation des procédures d'intervention. Mais voilà, aujourd'hui, le corps des pompiers sait que ce n'est pas possible, que ça demande beaucoup de travail, beaucoup de développement. Mais donc, c'est le rôle un peu de chacun, finalement, d'amener sa pierre à l'édifice pour permettre cet élément. Vous avez ici à l'écran, très rapidement, voilà, ce que représente une fiche comme celle-là. L'idée étant donc que cette fiche soit complète, pragmatique, qu'on utilise des symboles qui soient reconnaissables partout, donc une symbolique qui soit partagée. Et vous voyez également qu'il y a une petite référence qui est faite à Euro NCAP. Et donc finalement, et ici quelques exemples de ce qui avait été, quelques résultats de travaux de proposition qui visent à standardiser ces équipements. En fait, ce qui est important à savoir, c'est que dans le cadre d'Euro NCAP, ils ont essayé de créer un incentive ou un incitant pour pouvoir permettre justement de standardiser ces informations. Et c'est dans ce cadre-là que pour les nouveaux véhicules qui seraient mis sur le marché et testés, il y a un score. Donc il y a un score, je pense que c'est 2 points, si je ne dis pas de bêtises. Il y a un score qui est donné pour ces nouveaux véhicules, si effectivement, sur la protection active et passive des occupants évidemment. 2 points qui sont donnés en complément aux OEM, si effectivement ils intègrent dans le développement la possibilité de déployer ces rescue sheets tels que et dans le format prévu par la norme ISO pour que ce soit reconnaissable tout partout en Europe. On rappellera que cette norme, alors qu'il y a une norme d'intervention également qui est prévue. Vous avez la référence à l'écran et je pense qu'il ne faudra pas, faut pas confondre cette norme, entendons-nous bien, avec la norme de formation, les standards de formation d'Educam qui ont été pris dans le cadre d'accords sectoriels et de conventions collectives de travail. Donc ça vise la formation du personnel. Donc ne pas confondre les normes de formation et les normes d'intervention. Alors, autre point, chez Agoria, c'est une fédération de l'industrie technologique liée au secteur automobile. Et Agoria est aussi un partenaire et l'un des membres présents dans le début de Febalauto. Existe également une commission qui se penche sur la sécurité des voitures électriques dans ces milieux particuliers que sont les parkings. Alors, je vous propose d'écouter l'intervention de Bart van Bever d'Agoria, qui préside aux destinées de cette commission et qui nous informe un peu plus en détail sur cette initiative du Fire Forum. Je donnerai la parole. Oui. Je donne la parole à Bart. Bonjour.
Bonjour, mon nom est Bart van Bever. Je travaille comme expert sécurité incendie chez Agoria. Agoria est un des membres de Fire Forum. Laisse-moi d'abord vous présenter brièvement Fire Forum. Vous voyez ici notre mission statement. Fire Forum est donc une ASBL nationale qui vise à promouvoir la sécurité incendie. Et je pense que ce qui est encore plus intéressant que notre mission statement, c'est les membres de Fire Forum. Il n'y a pas uniquement Agoria qui représente l'industrie, mais aussi le Pacifier Protection Association, le BAO Uni, le CSTC, et ainsi de suite. Mais nous avons parmi nos membres aussi les différentes organisations de services incendie, l'SPF de l'intérieur, des architectes, des bureaux d'études, ainsi de suite. Donc, je pense un groupe fort représentatif pour la sécurité incendie en Belgique. Pourquoi faisons-nous des codes de bonne pratique? Dans ce cas précis, parce qu'on n'aura pas d'initiative législative à court terme. Nous avons finalisé avec le Conseil supérieur un texte pour la sécurité incendie dans les parkings, un texte qui sera intégré dans l'arrêté royal au courant de 2022. Et ce texte ne concerne pas les véhicules électriques. C'est une des raisons pour laquelle le Conseil supérieur a dit, voilà, nous allons donner notre support à cette initiative de rédaction d'une code de bonne pratique, entre autres parce qu'on constate que dans la pratique, il y a des conseils très différents pour des projets avec des véhicules électriques. Donc, on vise quand même à uniformiser les règles de sécurité pour les véhicules électriques dans les parkings. Cette code de bonne pratique peut, dans le futur, peut-être nous aider aussi à créer une nouvelle législation, améliorer la législation, etc. Donc, c'est aussi très intéressant comme démarche intermédiaire vers des modifications de législation future. Notre code de bonne pratique, il vise à clarifier, à compléter la législation et les normes. Dans notre cas nouveau, les véhicules électriques dans les parkings. Donc, on ne va certainement pas déroger à la législation aux normes. C'est pas possible pour une code de bonne pratique. Il est clairement subordonné aux règlements et aux normes. Parce qu'il y a un grand intérêt sociétal, parce que la valeur de ce genre de choses est très importante. On vise à travailler comme dans la normalisation avec un consensus. Heureusement que dans notre groupe de travail, ça fonctionne très bien et nous avons déjà bien avancé dans la rédaction grâce à ça. Ces codes de bonne pratique, ils seront disponibles gratuitement en français et en néerlandais. Si vous allez regarder sur notre site web, fireforum.be, vous allez déjà retrouver d'autres codes de bonne pratique qui sont vraiment disponibles librement à tout le monde qui s'y intéresse, qui veut y faire référence dans un cahier de charge, dans un avis, et ainsi de suite. Concrètement, notre projet maintenant de rédaction d'une code de bonne pratique cadre dans un projet qui est plus large, qui concerne la sécurité incendie et la transition d'énergie vers de nouvelles sources d'énergie, vers plus d'économie d'énergie, ainsi de suite. Il y a un défi qui est à la fois aussi l'objectif, c'est de trouver un bon équilibre entre d'un côté la sécurité et d'autre côté l'intérêt sociétal, la protection de l'environnement et ainsi de suite. On veut absolument garantir la sécurité des personnes présentes, des services de secours et ainsi de suite, mais tout en respectant aussi l'autre côté de l'équilibre. Heureusement que nous ne sommes pas seuls pour ce genre de défi. Nous avons le support des autorités des différents secteurs de l'industrie, des zones de secours, donc des services incendie, de bureaux d'études, architectes, des gens qui font des recherches académiques et des assureurs font partie de notre groupe de travail. La table des matières, elle est ce que vous voyez ici. Donc, on a une partie introductive
qui est similaire à ce qu'on fait en normalisation avec l'NBN en Belgique. Ça facilite certainement la lecture, l'accès à ce genre de documents. On va y ajouter aussi des annexes qui, de nouveau, vont faciliter la lecture et la compréhension du document. Et puis, on a une partie technique dans laquelle on vous présentera le cadre juridique, les risques spécifiques, la protection incendie et la sécurité incendie pendant l'intervention par les services de secours. Et vous voyez aussi qu'on parle d'un processus appliqué aux véhicules électriques dans les parkings. Eh bien, ce processus, c'est celui-ci, un processus que ceux qui connaissent d'autres codes de bonne pratique ou qui connaissent des normes concernant des installations de protection d'incendie vont certainement reconnaître. C'est un processus qui englobe la durée de vie d'une installation de protection incendie. On va s'y inspirer aussi pour cette code de bonne pratique parce qu'ainsi on peut vraiment mettre en évidence la responsabilité de chaque partie concernée dès la conception y compris la gestion de l'installation jusqu'à la fin de sa durée de vie. Le scope de notre document, c'est les véhicules électriques, et là on va se limiter aux véhicules électriques personnels, donc pas les camionnettes, pas les camions, pas les autobus, comme ça présente quand même un autre type de risque. On va traiter aussi bien les parkings existants que les nouveaux parkings, et on va traiter également et le stationnement et le chargement de ces véhicules comme risque. Voilà un petit peu ce qui est le consensus jusqu'aujourd'hui. Ça peut encore évoluer, ça peut encore changer à fur et à mesure qu'on avance avec notre groupe de travail. Mais donc, à l'état actuel, c'est ce qu'on pense en grande ligne sur les risques liés à des véhicules électriques dans les parkings. Ben, on considère la probabilité et les conséquences quand on prend en considération le stationnement proprement dit, sans qu'on charge la véhicule. On constate que la probabilité qu'il y a un début d'incendie est similaire à l'essence ou au diesel. Ben, cette constatation est basée sur les données dont on dispose aujourd'hui. Et ça ne va pas vous étonner qu'il nous manque des statistiques valables, des statistiques représentatives dans ce domaine-là. Mais bon, avec les sources dont nous disposons, c'est le consensus actuel au sein du groupe de travail. On a un consensus aussi sur le fait que probablement la probabilité d'un début d'incendie est plus élevée quand on charge un véhicule électrique par rapport au stationnement, sans de nouveau qu'on a des statistiques pour supporter ce point-là. Mais bon, il faut faire avec ce qu'on a, il faut qu'on avance, donc on essaye de tenir compte avec ces probabilités, mais quand même assez vagues. Les conséquences, et là on a surtout eu de l'aide des services incendie qui nous ont dit, voilà, dans la première approche, la première phase de notre intervention dans un parking, on voit de toute façon pas quel type de voiture est en feu. Donc, la première intervention par les services incendie, la procédure reste quand même similaire, peu importe le type de véhicule. Une fois qu'on peut se rapprocher du véhicule, qu'on peut constater quel type de véhicule c'est, qu'on peut adapter sa méthode d'intervention. Au moins, c'est ce que les services incendie qui sont représentés dans notre groupe de travail nous ont communiqué. Là, il y a vraiment une différence, c'est dans le traitement ultérieur. Donc, une fois que les véhicules concernés sont éteints une première fois, je vais dire, on voit que s'il y a une batterie qui est impliquée dans un incendie, qu'il y a effectivement un risque de réinflammation du véhicule. Et là, effectivement, on doit y tenir compte dans notre code de bonne pratique pour faire des propositions correctes par rapport à ça. On espère d'avoir finalisé ce travail
pour le mois de juin de cette année-ci, évidemment. Hein. Ce sera une première version qu'on va publier. Après cette publication, on va certainement rester attentif aux signaux du marché, de la pratique. Et si on trouve des bons arguments, si on a des meilleures statistiques, des meilleures données, etc., on va certainement faire une mise à jour et publier une deuxième, voire troisième version, etc., selon les besoins. Voilà en 2 mots l'explication, la présentation de cette initiative-là. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite encore une bonne journée. Donc, on le voit, l'importance, je pense, de souligner, et de supporter certainement cette initiative dans laquelle l'industrie a pris ses responsabilités. Je pense que c'était important de souligner. Peut-être deux, trois éléments de conclusion. Un, comme on l'a annoncé en début de session, voilà, il va s'agir d'un travail continu qui va demander effectivement une adaptation assez régulière au fur et à mesure que les données vont venir, qui seront fournies par le marché, fournies par les hôtes de secours. La deuxième conclusion, c'est que ça met bien en évidence, vous avez entendu M. Van Bever parler de l'arrivée dans un parking, on imagine évidemment un parking souterrain assez facilement. On ne sait pas de quel véhicule il s'agit, donc ça souligne bien l'importance, quand on a la possibilité, certainement dans un garage, dans un centre de dépannage ou un centre automobile, de dépollution automobile, l'importance de donner cette information dès le départ pour les services d'intervention. Et ça met évidemment en évidence la difficulté donc, de standardiser ces procédures d'intervention. Alors on pensait intéressant de mentionner cette initiative, d'une part parce que voilà, en tant que citoyen, ça va nous toucher tous d'une manière ou d'une autre, mais également en tant qu'exploitant parce que quelque part, il n'est pas, par extension de la notion de parking, il n'est pas interdit de penser que ces dispositions, que les résultats de ces travaux, ne pourront pas donc être une source d'inspiration également pour d'autres lieux plus spécifiques que l'on connaît, puisque quelque part, un parking souterrain n'est rien d'autre qu'un centre temporaire de stockage de véhicules. On peut le concevoir comme ça. Donc, à suivre, et peut-être dans 1 an ou 2 ans, referons-nous un webinaire sur l'intervention avec des compléments d'information venant des travaux du Firefly. Voilà, on arrive à notre deuxième pôle. On a 2 questions pour vous. La première question, en cas d'incendie sérieux avec un véhicule électrique, est-ce que l'utilisation d'un container d'immersion est la seule solution recommandée? Et la deuxième question, une voiture électrique peut-il être enlevée par un dépanneur sur un camion muni d'un haillon de chargement ouvert? Disons, c'est le camion de dépannage standardisé que nous connaissons maintenant. Alors, vos réponses sur ces 2 questions, s'il vous plaît, dans environ 30 secondes. Merci. Le gong va sonner. Le gong a sonné. Alors, à la première question, la réponse majoritaire est le non. C'est correct parce que, bien sûr, il existe d'autres systèmes à envisager, mais aucune procédure standardisée ne le prévoit. Mais cette solution pourrait néanmoins être requise par le commandement des pompiers lors d'une intervention sérieuse, un incident sérieux. Et certains dépanneurs ont déjà ce type de solution, mais il faut quand même dire que cette solution est assez coûteuse aussi. On y reviendra dans la partie 3, effectivement. C'est une solution certainement ultime, mais pas nécessairement toujours à utiliser mais pas la seule solution. Et certainement pas la seule.
Et sur la deuxième question, Fritz, Alors, la deuxième question, en fait, on a un équilibre quasi parfait entre le oui et le non. c'est oui dans quelques pays et c'est non dans d'autres pays. Alors, tout le monde a un peu raison, parce que certains pays interdisent ce type de pratique, notamment en Suisse ou en Autriche, par exemple. Et en Suisse et en Autriche, l'existence des longs tunnels sous montagne ne serait pas étranger à ce type de décision. Voilà. En ce cas aussi, le container d'immersion serait plus systématiquement réduit. Alors, le container d'immersion et ce type de transport par le dépanneur sont deux choses assez coûteuses pour le dépanneur et on viendra à ce sujet. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans certains pays, c'est quelque chose qui peut être imposé. Oui. Que dans notre pays, c'est quelque chose qui peut être recommandé ou requis par le commandement. Mais donc, la question était bien, est-ce qu'un véhicule électrique peut être enlevé par un dépanneur? On n'a pas insisté sur le véhicule électrique accidenté ou qui a connu un incendie et qui a été refroidi. Ça va dépendre des circonstances et de la réaction observée lors de la stabilisation de la situation par les corps d'intervention. On en arrive à la partie 3. Hein. On arrive à la partie 3 sur, disons, des questions, surtout, et des exemples, surtout sur best practices, lessons learned. Alors, Fred, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Voilà, tout à fait. La question, c'est quel est le déroulement standard d'une intervention par les services d'urgence avec victime? Ouais. Alors ici, c'est vraiment un cadre très, très général, mais qu'on pensait important à vous mentionner parce que quelque part, évidemment, quand on assiste en tant que victime ou simplement témoin d'un incident, on ne comprend pas toujours pourquoi on ne se rue pas d'une façon ou d'une autre sur telle ou telle problématique de l'incident. Alors, il faut bien connaître finalement ce déroulement standard très général. Et là, vous l'avez à l'écran. Il y a d'abord, évidemment, je dis évidemment, mais je pense que c'est surtout important parce que ça va déterminer toute la stratégie de service d'intervention. Ben, il faut repérer les lieux et inventariser les risques. Dans notre cas, ce sera quel véhicule, quel type de batterie, est-ce qu'on est dans une zone fermée, habitée, dans un parking, sur la voie rapide, sur l'autoroute, dans la campagne, au sein d'une entreprise, etc. Tout ça va faire partie du repérage. Et puis, il y aura évidemment la façon de gérer ces risques-là. On y reviendra notamment sur les problématiques de chimie, par exemple. On va stabiliser la situation. Et puis, il y aura, et ça c'est la priorité suivante, c'est évidemment d'accéder aux victimes, de donner le nécessaire support, éventuellement indirect, pour la gestion des traumatismes. En cas de nécessité, il y aura évidemment la partie extraction et évacuation des victimes. Et puis, alors on l'a mis en dessous, mais dans les faits, c'est probablement également en parallèle dans bien des cas, c'est la gestion du sinistre complémentaire lui-même. Et donc là, je renvoie aux missions que sont la lutte contre l'incendie, la protection de l'environnement, la zone de sécurité pour éviter que l'incendie ne se propage dans d'autres éléments du voisinage. Et important, puisque ça va alimenter les data, l'évaluation de cette intervention en vue d'amélioration continue. Donc ça, c'est vraiment le déroulement standard d'une intervention. Alors, quels sont pour les pompiers les problèmes les plus importants? Alors, on les a classés selon trois grands axes. Il va d'abord, évidemment, se poser la question de l'accès au véhicule et de sa mise hors tension. Ce qui va effectivement qui remet par contre en évidence l'importance de disposer de la bonne information sur le véhicule, comme faire ces rescue dont vous parlez tout à l'heure. Et évidemment, il va falloir appréhender ce fameux risque du terminal runaway. Et donc là, évidemment, il s'agit pour les pompiers d'évaluer les meilleurs moyens
pour limiter les risques d'augmentation de température liés à cette instabilité probable de la batterie suite à un incident. Et quoi faire en cas d'incendie ou en cas d'accident grave? Alors, comme on le disait, un accident d'un véhicule électrique n'est pas fondamentalement différent d'un feu d'un autre véhicule, mais il nécessite une attention particulière, puisqu'il va s'agir de prévenir ce turn runaway qui laisse quand même le défi de taille dans ces interventions, puisque ce processus de refroidissement peut être plus long, étant donné le risque de réemballement, étant donné la structure de la batterie, étant donné la difficulté, dans certains cas, de pouvoir pénétrer dans le cœur de la batterie pour pouvoir aller refroidir finalement le réacteur. J'ai envie de l'appeler comme ça. Alors, il y aura évidemment une reconnaissance à 360 degrés qui doit être organisée pour déterminer la source de l'incendie et se concentrer sur cet élément en vue de son extraction, son refroidissement et des impacts en matière de sécurité extérieure. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre de phénomènes dont on ne serait pas nécessairement conscient, mais dont les services d'intervention sont conscients, qu'ils doivent gérer également lorsqu'ils sont sur cette intervention de concentration sur la source de l'incendie. Il va évidemment y avoir là-dedans toute l'expérience et toute l'utilisation des principes dont on a parlé tout à l'heure et qui ont été donnés en formation par les pompiers. Et puis évidemment, il y a la mise en sécurité, de ses occupants, etc., et son environnement. Donc tout ça a l'air un peu répétitif, je suis d'accord avec vous, mais ce sont tous les éléments qui doivent être pris en considération lorsqu'il s'agit d'avoir une intervention en vue de son efficacité. Alors, comment approcher un véhicule? Tout à fait. On avait posé cette question. Voilà. On avait posé cette question au commandant Van Esbroek également. Et donc, finalement, il avait résumé ça en 4 points. D'abord, identifier qu'il s'agit bien d'un véhicule à ce qu'on a appelé énergie alternative, pour spécifier le danger lié au turn runaway, je vous le rappelle. L'approche générale est la suivante. Adopter, quand on arrive sur un incident, une distance de sécurité d'à peu près 50 mètres pour avoir une première évaluation, lire le feu, il a appelé ça lire le feu, voir le type de gaz, voir comment sont projetés les gaz, est-ce que c'est une projection lente, est-ce que c'est une projection sous pression, est-ce qu'il y a des projections, parce qu'effectivement, un incendie de batterie peut amener à la projection de petites particules métalliques. Lecture du feu, point 1. Point numéro 2, c'est progression en 2 groupes, avec des lances qui sont en général équipées d'un débit de 250 litres par minute, c'est ce qui nous avait été donné, et ils vont avoir une approche en diagonale jusqu'à arriver à peu près à 10 mètres du véhicule. Et là, évidemment, tout le commandement va devoir déterminer qui va faire le focus sur le véhicule en tant que tel et qui va faire le focus sur la batterie qui est à la source de cet incident pour donc focaliser son action sur le refroidissement des cellules de la batterie. Alors, y a-t-il un impact, Frédéric, dépendant de la technologie chimique de la batterie? Alors, la réponse est ici également oui et non. On est un peu chez Jacques Martin, comme on le disait quand il y a quelques années. Alors, oui et non. Alors, oui, ça a un impact parce que la constitution de la batterie et la chimie des batteries peuvent amener à des réactions différentes, d'une part. D'autre part, on a vu dans les webinaires précédents que ces chimies peuvent avoir des points d'inflammation qui sont différents. Donc, on avait mis à l'époque notamment le fait que des batteries au ferrophosphate sont plus stables, rentrent moins vite en réaction de turn runaway que des batteries au nickel manganèse cobalt, pour prendre cet exemple. Ensuite, la forme des cellules peut également avoir une influence.
Et la constitution de ces cellules à l'intérieur d'un même module peut également avoir son impact. De la même façon que le système de refroidissement de la batterie, qui est lui activé lorsque la batterie est en fonctionnement, ce système de refroidissement n'est pas designé, n'est pas constitué de la même façon sur toutes les batteries. Donc, première partie de la réponse, oui, ça a un impact dans la mesure où le feu qui va être lu va donner des éléments, des indices de réponse qui sont différents. Mais une autre partie de la réponse, c'est que non, il n'y a pas d'impact en matière d'approche et d'exécution de la lutte incendie par les pompiers, puisque globalement, il est considéré que ces lectures ces différences sont finalement relativement peu importantes, puisque la lecture du feu sera toujours appliquée de la même façon. D'une part, on va, comme je le disais tout à l'heure, regarder le type de gaz, regarder s'il y a des projections qu'on peut récupérer, qu'on peut voir notamment plus souvent lors de réactions de batteries métal-polymère. Je vais y arriver, excusez-moi. Donc ça, c'est un deuxième élément qui peut jouer. Et donc, en conclusion, finalement, même s'il existe au sein du corps de pompiers une sorte de classement général du danger par type de cellule, ce classement général existe et que c'est un élément qui doit être certainement considéré, il ne faut pas s'y fier à 100% parce que la lecture de la situation peut être différente. Et puis voilà, de potentielles sources extérieures de chaleur, donc de risques complémentaires peuvent être là, et d'autres éléments d'environnement, la difficulté de l'accès, la possibilité d'évacuer les fumées, etc., sont des éléments qui ont un effet répétitif sur le danger et sur les réactions à attendre de la batterie. Donc, sauf exception, et c'est ça finalement la conclusion, sauf exception, l'approche incendie ne sera pas fondamentalement modifiée en fonction des chimies, quand bien même chaque chimie peut amener à l'existence d'un feu différent. Autre question sur, bien sûr, le container d'immersion. Dans quel cas, Frédéric, on en a déjà parlé. Alors, ça aussi, c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre, beaucoup d'eau aussi, évidemment. Donc, le principe est évidemment le suivant. S'il faut refroidir la batterie, il faut effectivement avoir accès à une grande quantité d'eau pour, au-delà de l'extinction, permettre ce refroidissement et donc prévenir ce thermal runaway. Alors, si la possibilité de faire appel à un dépanneur qui dispose de containers d'immersion existe pour le commandement des pompiers, et dans bien des cas sera une option préférentielle en fonction d'un certain nombre de circonstances permettant l'immersion complète et l'atteinte d'une température, enfin redescendre à une température jusqu'à peu près 25 degrés, ça ne va pas toujours nécessairement être le cas. Ce qu'il faut donner finalement comme réponse à cette question, c'est que finalement, le commandement des pompiers ne peut pas quitter le lieu d'intervention avant que ce lieu donc soit considéré comme étant complètement sécurisé et finalement dénué de nouveaux risques d'incendie. Et donc, il y a une veille finalement du risque de réinflammation de la batterie qui doit être organisée et qui doit être prévue. Alors, pour une fois, dans certains cas, il va falloir évacuer rapidement la zone pour des raisons liées au voisinage, pour des raisons liées à la présence d'une usine à proximité ou sur le fait qu'on est sur une autoroute. Enfin, il peut y avoir plein d'éléments qui vont participer à ça. Mais le principe, c'est que les pompiers ne vont pas partir du lieu si le site n'est pas sécurisé et si la batterie n'est pas stabilisée. S'ils doivent malgré tout évacuer ce véhicule et qu'ils estiment qu'il y a encore un risque complémentaire, alors ils pourraient effectivement imposer des mesures complémentaires. Et si le conteneur d'immersion n'a pas été la première mesure impliquée, ça pourrait très bien être
la deuxième mesure appliquée. Donc, dans quel cas utiliser un conteneur d'immersion? Dans le cas, certainement, où c'est demandé par le corps des pompiers. Mais encore une fois, ils ne vont pas nécessairement demander cette solution-là préalable. Et en cas d'explosion des airbags, Frédéric? Alors, dans ce cas-là, l'immersion, donc on dit une explosion, mais sans que ça s'accompagne d'incendie. Voilà, l'immersion ne sera pas nécessairement recommandée, puisqu'il n'y a pas d'incendie. Et a fortiori, si on ne constate pas directement un risque d'instabilité de la batterie, parce qu'il n'y aura pas de dégagement de fumée, pas de montée en température, pas de fuite d'électrolytes. Et donc, probablement que dans ce cas-là, il sera plutôt préconisé de faire un dépannage via des containers fermés. Pour quand même contenir ce risque d'incendie, puisqu'il peut y avoir, assez logiquement, à la suite d'un incident relativement fort, puisqu'il y a eu des déclenchements d'airbag, on peut estimer qu'il y a possiblement le risque d'incendie là derrière. Et donc, voilà, il va falloir évidemment travailler dans ce conteneur fermé à ce qu'il y ait la neutralisation de la batterie, à ce qu'il y ait potentiellement également une intervention des pompiers en support à ce sujet. Alors la question, c'est comment déposer et garder des véhicules qui seraient accidentés. Là, on est probablement dans la zone de confort de plusieurs personnes qui nous regardent. La préconisation des services d'intervention est de bien avoir une zone qui soit fermée, qui soit sécurisée, aussi bien au niveau de la détection incendie que de son contrôle d'accès. Une espèce de zone de quarantaine, c'est un terme qui est malheureusement fort utilisé pour le moment pour d'autres raisons. On n'oubliera pas de signaler cette zone, et on fera en sorte, en termes de prévention ou de facilité d'intervention, on fera en sorte que cette zone soit ou permette une facile évacuation des véhicules en cas de nécessité, facilite la possibilité d'avoir une immersion de ce véhicule ou de cette batterie, et évidemment qu'il y ait un accès aux services d'intervention qui soit facilité. Et puis, bon, ça, ce sont des choses qui se font régulièrement. On n'oubliera pas, idéalement, de marquer le véhicule et de participer et de développer des actions de surveillance de cette instabilité, de batterie. En ce qui concerne des fuites d'électrolytes, il n'y a pas un danger avec ça? Alors, on rappellera que voilà, ces fuites d'électrolytes sont potentiellement par réaction dangereuses quelque part pour la santé, de par notamment la toxicité des émanations qu'elles vont produire. La recommandation, c'est s'il n'y a pas de protection individuelle, d'équipement de protection individuelle, il faut certainement garder ses distances. Et ces équipements de protection individuelle seront évidemment utilisés dans le cadre d'intervention par les services de secours. Donc finalement, la règle dans ce cas-là, c'est oui, s'il y a une fuite, il y a un risque multiple, à cause multiples qui peuvent provoquer un incendie. Donc, est-ce qu'on doit les craindre? Oui. Quand bien même on est à distance, en matière de toxicité des fumées, il y a effectivement un risque d'incendie. C'est un prodrome, on appelle ça un prodrome, un signe avant-coureur d'un déclenchement d'un incendie possible. Et qui prendra la décision principale, Frédéric? Alors, ça aussi une question qui n'était finalement pas aussi évidente que ça, mais la seule réponse qui s'impose aujourd'hui, c'est la chaîne de commandement qui va déterminer comment on va gérer cet incident et comment on va gérer cette batterie. Et la chaîne de commandement va potentiellement, chaîne de commandement, c'est le commandement des pompiers, évidemment, au sens où on l'entend, mais le niveau de crise que cet incendie va pouvoir générer va pouvoir, dans certains cas, ou va devoir, dans certains cas, amener effectivement une coordination entre le commandement des pompiers, le chef de la police, le bourgmestre des services de la commune, voire remonter au niveau du gouvernement de la province. C'est ce qu'on appelle les plans de crise. Mais donc, ce qui est important à comprendre, c'est que, voilà, de nouveau, il y a plusieurs cas de figure, il y a plusieurs alternatives qui peuvent
se poser, mais celui qui est le maître du jeu dans le cadre d'un incident, c'est le commandement des pompiers. Alors, y a-t-il des extincteurs spécifiques pour lutter contre des feux des batteries lithium-ion, Frédéric? Alors oui, ça existe. Ça existe et ont été récemment, oui, plus ou moins récemment développés par des opérateurs spécialisés. Il y en a des plus ou moins gros, hein. Des petits extincteurs portables auront évidemment, bien qu'ils ont une certaine efficacité, une utilisation relativement limitée dans le temps. Et pourquoi est-ce que c'est finalement plus efficace d'utiliser ces extincteurs? Parce qu'il y a 3 effets que ces extincteurs permettent. Le premier effet, c'est un effet de refroidissement qui est beaucoup plus intense et qui va donc participer à abaisser fortement cette température jusqu'à une température de stabilité. Deuxièmement, il y a aussi un phénomène d'encapsulation qui va permettre de réduire les gaz des fumées toxiques qui émergent de ces incendies. Et puis, ça a également un effet pénétrant plus important. Et à ce sujet, je pense que Catherine Leenaerts de Chemelotto avait, vous avez dit hein, qu'il y avait un petit concours à ce sujet, un petit jeu pour terminer cette série de webinaires. Il y a donc un extincteur à gagner, voilà, présenté par Catherine. Et donc, pour gagner cet extincteur, rien de plus simple, il faut envoyer la bonne réponse avant aujourd'hui à 18h sur le mail de Catherine. La bonne réponse à quoi? À la question suivante. Et la question suivante est pour déterminer qui est le gagnant, tiré au sort, s'articule de la façon suivante. À quoi est dû l'effet plus pénétrant de cette combinaison qu'on retrouve dans l'extincteur entre l'eau et l'agent F500, comme on l'appelle? Il y a 3 possibilités. Première possibilité, A, le F500 va permettre de diminuer la tension superficielle de l'eau. B, le F500 va permettre d'attaquer certains composants de la batterie permettant un accès au cœur de la batterie jusqu'aux cellules plus facile. Possibilité 3, le F500 va permettre d'accroître la pression de l'eau qui est propulsée dans la batterie et donc faciliter son incursion au cœur de la batterie. Donc je répète, 1, tension superficielle, 2, l'attaque de composants de la batterie, 3, la pression de l'eau. Vous répondez 1, 2 ou 3, vous n'oubliez pas vos coordonnées et tirage au sort sera fait par Catherine demain, puisque aussi bien les participants francophones que les participants néerlandophones à ce concours doivent avoir la possibilité de jouer. La session néerlandophone aura lieu cet après-midi à 14h. Frédéric, parlons de la législation ADR sur le transport. Est-ce que c'est aussi appliqué en cas d'intervention? Alors, la réponse est oui, ça doit être appliqué en cas d'intervention, parce qu'il n'y a pas de raison, évidemment, qu'une batterie qui soit instable quand on l'enlève d'un véhicule dans un garage ou dans un centre de dépannage ou dans un centre VHU, que ces règles ne s'appliquent pas dans le cas où, effectivement, cette batterie est devenue critique suite à un incident par exemple, sur la voie publique. Donc, les règles de l'ADR s'appliquent très clairement dans le cadre de transport de véhicules électriques ou de batteries endommagées. On a beaucoup parlé de l'ADR dans la session 3, donc on ne va pas revenir là-dessus. Hein. On est clairement en faveur d'un déploiement de cette connaissance au sein des entreprises du secteur pour pouvoir augmenter le niveau de sécurité. Mais il y a peut-être 2-3 éléments complémentaires à donner en réponse à cette question. D'abord, le fait que les contraintes de transport égalent le respect ou le contrôle des règles ADR n'incombe pas au corps des pompiers. Ce n'est pas eux qui vont commencer à aller contrôler ce genre de choses. Leur focus, c'est la lutte contre les sinistres. Ça met donc en évidence le fait qu'il y a un rôle pour le transporteur et le dépanneur en cas d'évacuation qui est excessivement important parce qu'il va quelque part un peu combiner ce rôle du transporteur et ce rôle du chargeur. Donc, c'est vraiment à cet endroit-là qu'il va falloir être très attentif au respect de ces règles. Et puis, on rappellera évidemment que dans le meilleur des cas,
on compartimentera les espaces de transport quand c'est possible et idéalement utiliser les systèmes d'extinction adéquats à ceci. Alors, il y a des recommandations spécifiques des pompiers aux garagistes et concessionnaires qui stockent des batteries. Tout à fait. Alors, le compartimentage, la détection, l'installation d'extraction, on vient d'en parler. Ben, c'est évidemment l'idéal que chaque opérateur puisse disposer de ça. Évidemment, dans certains cas, ça peut poser problème pour mille raisons, mais voilà, ça, c'est la recommandation de la situation idéale. On relèvera également une demande de leur part de pouvoir avoir un accès facile au stockage, idéalement de l'extérieur quand la disposition des lieux le permettra, et d'éviter le stockage en hauteur. On avait déjà abordé cette problématique également. Et puis, dans le cas de stockage en conteneurs, il est recommandé d'avoir des conteneurs avec des parois résistance au feu de 1 à 2 heures idéalement, et de disposer, selon les cas, de systèmes de détection automatique, de bacs de rétention et idéalement également de systèmes de ventilation permettant de maintenir la température pour la stabilité de la batterie. Donc un système de ventilation qui agira aussi bien en été qu'en hiver, évidemment, puisque descendre trop bas dans les températures n'est pas bon non plus. Et quelles recommandations aux dépanneurs et centres agréés, Frédéric? Alors, les mêmes, mais on a voulu rajouter, même ça s'applique également à l'ensemble des opérateurs économiques, comme faire le webinaire sur les responsabilités. Il est de la responsabilité de l'exploitant de gérer tout cet aspect-là, mais spécifiquement pour les entreprises de dépannage et centres agréés, puisqu'ils interviennent sur la fin de vie et donc potentiellement sur des véhicules qui pourraient avoir connu des incidents, on rappellera et on insistera sur la nécessité d'avoir une analyse de risque et une planification de la préparation des interventions sur site qui soient au point, qui soient up-to-date, afin justement donc, de faciliter ces interventions. On notera à titre d'exemple, mais ce n'est pas les seuls, ce serait bien de disposer par exemple d'un voltmètre. Ce serait bien de pouvoir organiser la surveillance des batteries, certainement des batteries qui sont potentiellement instables, et cette fameuse zone sécurisée dont on a parlé. Voilà, des réflexions sont en cours quant à la possibilité de standardiser également pour des opérateurs centres agréés l'utilisation, le recours à des containers d'immersion, mais voilà, c'est pas pour demain. Alors évidemment, rien n'empêche le centre agréé qui veut absolument se protéger à 100% de disposer de cet outil qui, de toute façon, à un moment ou à un autre, risque malheureusement de devoir céder. En ce qui concerne les équipements nécessaires pour supporter ces opérations. En support des opérations d'extinction de feux de véhicules, on rappellera les EPI et certainement la protection respiratoire. On en a parlé il y a 5 minutes. Vous avez également des équipements de protection collective qui vont faciliter les travaux d'intervention. Par exemple, le système de détection incendie pour pouvoir démarrer rapidement cet appel au service de secours. Par exemple, un accès à l'eau. Par exemple, des installations de sprinklage qui pourraient effectivement également ralentir le processus de démarrage. Bon, ça, c'est pas particulièrement spécifique à la problématique des batteries, mais je pense que c'est pas stupide de les rappeler. Et puis, bon, voilà, il y a des mesures organisationnelles dont on a déjà abondamment parlé. Mais donc, rappelez-vous que ces procédures organisationnelles dont on a parlé en matière de prévention sont également pour faciliter, je ne le répéterai jamais assez, faciliter ces opérations d'intervention par les services de secours. On va faire gagner du temps. Quelques conclusions. Oui, alors très rapidement, parce que l'heure tourne. Oui. Dans cette interview qu'on avait lancée avec le major Van Esbroek, finalement, 3 points étaient ressortis. Il y a d'abord, évidemment, le fait que ces pompiers vont travailler, dans le cadre de leur formation, à développer et respecter un certain nombre de principes de base. Ces principes de base vont permettre d'asseoir un certain nombre de phénomènes, d'actions comme la lecture du feu, l'évaluation des sinistres, l'évaluation de la situation en général, et donc de déterminer quels moyens disponibles. À ce titre,
un fireman access dans une batterie, comme on l'a vu dans la petite vidéo du début, est un élément clé, évidemment, lorsqu'il s'agit de pouvoir intervenir sur un feu, mais ce fireman access n'existe pas dans tous les cas. Donc, il faut adapter, évidemment, la stratégie. Et troisièmement, il est rappelé également que l'expertise qui existe chez les constructeurs et chez les importateurs automobiles va probablement et est attendue comme venant en support dans le futur, dans les cas d'incident. Mais évidemment, ils ne peuvent pas non plus, en tant que pompiers, sur un sinistre, dépendre de la disponibilité d'un expert venant d'un importateur ou d'une marque automobile. Et par ailleurs, parce que pour des raisons de temps, et ensuite, ils doivent également garder toute autonomie, évidemment, lorsqu'ils interviennent sur ces sinistres. Et puis, alors, un point important et qu'on va lancer, c'est finalement une attente à ce que tous les stakeholders, comme on le dit dans le jargon, puissent amener finalement leur savoir et permettre à ce qu'une action coordonnée soit créée pour pouvoir répondre encore un peu plus efficacement aux risques aux interventions sur les sites. Alors, on arrive à notre troisième point. Finalement, la question est la suivante. Quels éléments principaux déterminent la stratégie globale des corps de pompiers dans la lutte incendie d'un véhicule électrique? Et vous avez seulement un choix possible. Il y a beaucoup plus d'options. Hein, donc, voilà. Le chrono s'écoule. Nous allons voir ces réponses avant de conclure ce webinaire. Ah, il y a des indécis. Voilà. Alors, on voit 20% des réponses sur instruction du constructeur et du producteur originel, 50% sur les facteurs environnants. Et puis, je ne vois pas la suite des réponses. Elles n'apparaissent pas à l'écran. Voilà. Et 30% pour une combinaison des facteurs précédents, qui est en fait la bonne raison. La bonne raison, c'est une combinaison de tous ces facteurs. Et donc, individuellement, chacune des réponses, évidemment, était potentiellement une bonne réponse, mais la vraie réponse, c'est la combinaison des facteurs. Vous avez vu qu'on a mis une combinaison des facteurs avant les mandats ou les ordres ou les recommandations ou les demandes qui seraient exprimées par les entreprises. Donc, encore une fois, c'est bien le commandement des pompiers qui a ça entre ses mains. Et donc, voilà, pour arriver vers la conclusion et la fin de ce webinaire, finalement, que faire pour faciliter la gestion des interventions? On a compris que ce n'est pas facile de standardiser ces procédures. Je ne vais pas passer tout en revue, vous aurez le temps largement de relire ce document, mais il est fait de 6 points qui sont essentiels et que l'on a abordé au cours de l'ensemble de nos webinaires, se référer aux instructions du producteur évidemment et mettre à disposition les données correctes sur le véhicule et les batteries, c'est quelque chose de clé. Respecter et appliquer également les injonctions et les recommandations du commandement, de la chaîne de commandement lors d'une intervention est également quelque chose de clé. On mentionnera également le fait de disposer d'équipements et d'une organisation logistique de support. Et l'avenir nous dira effectivement si ces containers d'immersion sont et restent une des options
ou sont l'option principale, voire imposées par une quelconque autorité, ce qui reste une possibilité. Et donc, les messages importants de cette session, et ça, vous devez les amener avec vous. La technologie est en développement et nécessite une adaptation en cas d'intervention. L'efficacité de l'intervention va dépendre et de l'information, pas uniquement, mais certainement de l'information et du fait que vous avez pu planifier cette intervention dans le cadre d'une intervention en entreprise, de la capacité à neutraliser la batterie de véhicule et de stabiliser la situation, et de disposer de moyens, ce qui sera le focus des services de secours, afin de refroidir cette batterie pour éviter les emballements. L'équipement des opérateurs, évidemment, est un des éléments clés et devra finalement faire l'objet d'un choix en fonction de votre propre analyse de risque, tant qu'il n'y a pas d'obligation réglementaire à ce sujet. Voilà, ça, ce sont les messages vraiment importants que vous devez ou que l'on espère que vous pourrez emporter avec vous. Voilà, je laisse la parole à Cathy pour les conclusions. Merci de votre attention et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions complémentaires à ce sujet. Merci Frédéric et merci Guy, évidemment, pour ce webinaire très intéressant. 3 points à retenir. Hein, donc, la première chose, que c'est une matière en effet complexe, les interventions. Deuxièmement, la majorité des recommandations sont basées sur les meilleures pratiques. Et puis, les informations correctes et précises, ça c'est essentiel dans le cas des incidents. Voilà. J'ai vu qu'il y avait encore une question dans le chat que je ne savais pas très bien répondre. C'est une question assez importante. Y a-t-il une méthodologie de reporting de l'incident et ou de collecte de cette information qui s'y rapporte? Alors, c'est une question sur laquelle on ne sait pas répondre pour l'instant. On va s'informer vis-à-vis des services des pompiers pour un peu voir comment ils font le reporting des incendies et des incidents. On va revenir à cette question. Mais ça fait partie des questions que le centre d'expertise doit déployer. Yeah, okay. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour tout le monde d'être présent dans le webinaire. Dans quelques jours, on va vous mettre à disposition sur notre canal YouTube le webinaire si vous voulez encore le revoir ou si vous voulez le conseiller à vos collègues. Et bon, j'espère qu'on va se revoir bientôt dans un ou autre contexte. J'espère finalement qu'on va se revoir en live au lieu de sur un ordinateur. Et je vous souhaite tous une bonne journée et je remercie encore une fois Willy et Fred. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.